sur la question de l'impact du changement climatique sur la ville et même du climat. On aurait pu parler de bien d'autres sujets que celui de la chaleur. On a choisi aujourd'hui de retenir ce prisme-là. Ça ne nous empêchera évidemment pas d'en déborder de temps en temps, mais ça va être le fil conducteur de notre rencontre aujourd'hui. Euh, avec un angle d'attaque assez particulier qui est celui de comprendre quel va être l'impact du changement du climat sur nos vies en ville et sur la capacité de nos organismes, de nos métabolismes à s'y adapter, jusqu'à quel point. L'INSEE a publié la semaine dernière un chiffre qui considérait qu'il y avait 11 000 décès dus à la canicule de l'été 2022. On retient en général pour la grande canicule de 2003, pardon, le chiffre de 15 000 décès, et l'OMS prévoit que le nombre de décès liés aux conséquences du changement climatique pourrait doubler dans les prochaines décennies. Donc, c'est vraiment sous cet angle-là qu'on vous propose d'aborder le sujet aujourd'hui avec nos intervenants. Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable. Bienvenue Sébastien, merci d'être avec nous, qui nous dressera d'abord un peu le tableau, le portrait de ce que peut être le climat urbain dans quelques décennies. Ensuite, on continuera avec Benjamin Morille, qui est le fondateur et dirigeant de la société Soleneos. Bonjour Benjamin. Et Benjamin, dont la société a développé une solution d'étude et de modélisation du microclimat urbain. Donc, on rentrera dans le sujet par un autre biais atterri à travers des projets sur lesquels la société Soleneos est impliquée. Et puis après ça, on arrivera sur un zoom sur deux projets portés à l'échelle de Kéran. Un d'abord par les ateliers UP+, qui en fait, donc c'est Alexandre Moret qui est avec nous, qui présentera un projet qui a été mené pour la ville de Narbonne, sur le front de mer de Narbonne. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous aussi depuis Montpellier. Et puis enfin, Loïs Tétio, qui intervient pour les groupe 8, pardon. Bonjour Loïs. Loïs Tétio qui présentera un projet sur la ville de Kinshasa et sur l'apport des solutions basées sur la nature pour agir sur le changement climatique à Kinshasa. Voilà, je ne vais pas être plus long sur cette brève introduction. Juste deux petits points pratiques. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en cliquant sur l'onglet Slido qui est dans votre bande de Teams en haut à droite. Il y a un petit S avec écrit Slido, donc vous pouvez poser vos questions par ce biais-là. Si ça ne fonctionnait pas, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat sur Teams. Et puis enfin, à la fin, on vous demandera 1 minute de plus avant de vous déconnecter pour répondre à un petit questionnaire qui a été préparé par Rose Nicolo. Rose qui est notre régisseuse aujourd'hui et qui anime depuis plusieurs années déjà, c'est Hub Kéran. Avant de donner la parole à Sébastien, Yves Gillet, président fondateur du groupe Kéran, est avec nous aussi aujourd'hui, encore quelques instants, Yves, et je voulais aussi que tu puisses dire un mot en plus, puisque c'est Hub, ma foi, c'est toi qui a porté aussi cette initiative avec un certain nombre de collaborateurs de Kéran depuis plusieurs années. Très bien, merci Yann. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis ravi de vous retrouver pour ce hub. Ravi aussi de la thématique choisie parce qu'effectivement c'est un enjeu majeur comme on le sait déjà depuis longtemps, encore plus d'actualité. On voit que ça recueille un intérêt fort déjà des collaborateurs puisqu'il y a plus de 80 à être connectés. Donc c'est très bien. Je vous remercie bien sûr nos intervenants, donc à la fois Sébastien Maire et Benjamin Morille et puis les intervenants internes au groupe et puis bien sûr les organisateurs. Donc effectivement le dérèglement climatique, l'impact sur nos villes, l'impact au niveau également de toute la partie bien vivre la ville est majeur, au cœur de nos préoccupations pour lequel on essaie de mobiliser des expertises dans le cadre de l'approche globale, de l'approche systémique, ce qui est fondamental pour nous. Encore renforcé dans notre affirmation par le fait que nous soyons devenus entreprise à mission au mois de juin dernier. Il nous reste encore
encore beaucoup de choses à écrire. Nos objectifs sont inscrits, les moyens sont mis en œuvre, mais chaque jour, je pense, on apprend, on avance. C'est parfois la politique de petits pas face à ce défi majeur. Je pense que ce hub va y contribuer. En tout cas, je n'en doute pas. Et je laisse la parole tout de suite à Sébastien Maire, parce que je ne veux pas passer trop de temps sur un temps qui est limité malgré tout. Donc, merci encore. Merci Yves. Sébastien, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir interagir avec vous, avec le groupe Keran et avec ses partenaires. Je suis un petit peu embêté, Yann, parce que je ne suis pas sûr que je vais répondre exactement à la question qui était posée dans l'invitation, parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas raisonner systémique. Et j'ai beaucoup de mal à prendre un sujet tout seul. Et donc, j'ai préparé une petite présentation, mais je vais aller vite sur la présentation, peut-être pour essayer de coller un peu plus à la demande, en vous livrant peut-être quelques questions quelques réflexions plus spécifiques sur la chaleur. Mais j'ai du mal à déconnecter la chaleur des autres sujets, surtout si on parle d'aménagement urbain, de reconstruction de la ville sur la ville, etc. Je vais quand même essayer de répondre le plus possible à la commande. Je vais quand même faire un petit zoom arrière. Je partage mon écran et je démarre. Donc, juste 2 mots sur l'association France Ville Durable, qui est ravie d'accueillir le groupe Keran parmi ses membres depuis quelques mois. C'est une association nationale de parties prenantes professionnelles, publiques et privées, dont la légitimité tient à sa composition, qui est assez unique dans le paysage national. 4 grandes catégories d'acteurs: l'État, très présent, à travers plusieurs ministères et un grand nombre des agences et des opérateurs dont vous reconnaissez les logos ici, je ne vais pas les citer, des territoires, des collectivités locales qui adhèrent en direct, et aussi un partenariat fort avec Intercommunalité de France, donc la fédération nationale de toutes les intercos, de la communauté de communes à la grande métropole, des entreprises de toute taille, tout secteur d'activité, et des experts territoriaux, urbains, énergétiques, dans différents domaines. Vous voyez les logos, je ne vais pas prendre trop de temps sur ça. Le but de l'association, qui est présidée par Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, c'est de repérer, de rediffuser le plus largement possible des techniques, des outils, des méthodes, des exemples de réalisation qui permettent 2 choses: accélérer la transformation écologique et énergétique des territoires, le mot le plus important étant l'accélération, et en même temps, avec les mêmes actions, les mêmes budgets, les mêmes processus, les mêmes délais, justement dans une vision systémique, de faire monter ces mêmes territoires en résilience. On mène notamment beaucoup d'ateliers territoriaux avec les exécutifs politiques et les directions générales des collectivités pour réinterroger leur stratégie de territoire, leur programmation pluriannuelle d'investissement, leur PE, leurs grands projets, au prisme des nouveaux enjeux de la ville durable, que nous avons résumé dans un manifeste qui est disponible sur notre site et qui consacre ces 4 orientations comme étant des priorités des villes et territoires durables. On parlait déjà de sobriété il y a 2 ans quand on a rédigé ce manifeste, avant que ce soit à la mode comme en cette rentrée. Mais bien sûr, on ne parle pas que de sobriété énergétique, mais de sobriété en matériaux, technicité, enfin tous azimuts. Donc je ne détaille pas non plus ces différents piliers. Vous pouvez trouver tout ça, le manifeste, une petite vidéo sur notre portail web. Dans ces ateliers, avec les collectivités locales, justement, on passe quand même un premier temps à essayer d'expliquer de quoi on parle quand on parle du climat. Quelles sont les conséquences sur un territoire donné du dérèglement climatique? Alors, ce qu'on dit souvent, on montre des cartes générales. Quand il y a un GIEC local, on arrive à trouver de la data un peu locale, parce que, comme vous le savez, un rapport du GIEC, ce n'est pas un outil opérationnel pour un territoire qui veut savoir comment mener la transformation chez lui. Des grands chiffres à l'échelle des grandes régions à horizon 2100, ça n'est pas un outil opérationnel. En revanche, quand on explique à des territoires, on arrive à trouver la data, elle existe cette data la plupart du temps, mais elle est rarement compilée dans un diagnostic unique. Votre territoire va être confronté de telle manière à l'effet d'îlot de chaleur urbain, au ruissellement, ou aux inondations, aux submersions marines, aux tempêtes,
aux canicules, aux sécheresses, aux problèmes de rechargement de nappes phréatiques, à l'érosion des sols, au retrait du trait de côte, etc., et qu'on arrive à donner une vision de ce que va être le dérèglement climatique concrètement chez vous, ça change tout dans la capacité que peuvent avoir les élus à faire autrement, à se dire « Ok, on a compris, on est prêt à renverser la table pour vraiment bifurquer ». C'est-à-dire que nous, par exemple, on utilise de moins en moins le terme de transition écologique, comme beaucoup, considérant que c'est un peu faible par rapport à l'enjeu. On parle de transformation ou de bifurcation. Alors on dit, regardez, déjà, le plus évident, c'est qu'il va faire plus chaud. Vous savez, à chaque fois, il y a les trois scénarios, là, enfin les trois chemins possibles du GIEC. On rappelle quand même systématiquement que le scénario le pire, c'est bien celui dans lequel on est engagé aujourd'hui. Donc on évoque le nombre de jours de chaleur, mais quand on peut donner cette data à l'échelle d'un territoire, l'augmentation du nombre de jours de canicule sur un territoire donné, c'est un puissant moteur d'action. On explique aussi qu'au-delà des vagues de chaleur, il y aura les phénomènes de sécheresse qu'on a connus cet été. Soit dit au passage, j'entendais un chercheur, mais j'ai pas eu le temps de noter son nom, qui disait il y a quelques jours qu'il est fort probable que l'été que nous avons connu là, dont nous sortons, il y a toutes les chances qu'il puisse être peut-être l'été le plus frais qu'on ait jamais connu à partir de maintenant, et que à partir de maintenant, les étés à venir soient, je suis désolé, j'ai une guêpe qui m'embête, que à partir de maintenant, les étés à venir soient encore pires que celui qu'on a connu, même en France, hein, et pas uniquement dans les autres pays. Les conséquences sont aussi évidemment les questions sur la ressource en eau, on en parle beaucoup, rechargement des nappes phréatiques, l'approvisionnement en eau des grandes métropoles. Hein, on a certaines villes aujourd'hui ou métropoles pour lesquelles l'approvisionnement en eau n'est pas si évident à long terme, surtout si on met en tension l'eau industrielle, l'eau agricole, l'eau domestique, etc. On expliquait, on montrait, d'ailleurs souvent ça faisait un petit peu sourire, on montrait que, on disait à des territoires, mais vous savez, vous n'avez pas encore connu d'incendie, de feu de forêt. Pourtant, la data est assez claire aujourd'hui sur le fait que la totalité des territoires français peut être concernée par des feux de forêt. Bon, malheureusement, cet été, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu. On évoque aussi évidemment l'évolution des paysages, l'évolution du tissu forestier, l'évolution des pratiques culturelles, et puis du risque d'inondation. Je sais qu'on n'est pas sur ce sujet aujourd'hui, c'est pour ça que je ne m'arrête pas plus longtemps que ça, encore que la question de l'eau en ville sur le rafraîchissement urbain est un enjeu. Alors, ces taux qu'on va avoir en trop, je montrerai un exemple juste en terminant, ces taux qu'on va avoir en trop pendant les vagues d'inondation, est-ce qu'on ne peut pas en garder une partie pour les moments où on n'aura pas assez d'eau, y compris en ville? Bon, le retrait du trait de côte, je ne m'arrête pas dessus, c'est vraiment pas le sujet, j'en conçois, je le conçois. J'avais quand même sur cette question des effets du dérèglement climatique et notamment des points de bascule, y compris sur le climat en ville. Aujourd'hui, on a des perspectives sur l'évolution des températures en ville. Je n'ai pas prévu de vous dire des chiffres moyens, etc. On sait qu'il va faire plus chaud globalement et on sait qu'il va faire encore plus chaud en ville. Vous connaissez le delta, hein, jusqu'à 8 degrés entre le centre urbain et les zones vertes qui peuvent être à l'extérieur pendant une vague de chaleur. 8 degrés de différence, c'est quand même pas rien. Là, on montre juste la question de la montée des eaux par rapport au point de bascule. Ça, j'ai pris Nantes, hein, parce que Kieran est basé à Nantes, mais donc là, vous connaissez, c'est la situation actuelle. On sait que d'ici la fin du siècle, ce qui est acquis, c'est qu'on a plus 1 mètre. Donc plus 1 mètre, on a déjà quand même un territoire qui évolue beaucoup. Je suis prêt à parier que dans ce territoire, il y a encore des zones en développement, y compris dans les points bleus, dans lesquels on est en train de développer des zones résidentielles, des zones d'activité économique, etc. Bon, certes, ça, on est à 2100, c'est loin, mais on peut peut-être anticiper pour le cas où, justement, avec les effets de point de bascule, on aille plus vite. Alors, les points de bascule, c'est quoi? C'est par exemple le Groenland qui fond. Le Groenland qui fond, c'est pas impossible, et aujourd'hui c'est même assez probable, puisque vous savez, c'est 3000 mètres de glace qui descendent petit à petit, il a plu, ça redescend, etc. Si le Groenland fond, on n'est plus à 1 mètre, on est à 9 mètres, ce qui, y compris à Nantes, change pas mal la donne quand même par rapport à nos perspectives de développement du territoire. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on part sur un scénario gentil,
pour préparer nos stratégies de territoire ou est-ce qu'on prévoit le pire? Surtout si on mobilise des investissements extrêmement importants. Les points de bascule, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est bien les points de bascule du dérèglement climatique. Il y a eu une publication le 9 septembre, pardon, je vous inviterai à la regarder. Et puis, ce qui est quand même sorti cet été, ce qui peut beaucoup aider les élus, les décideurs, les chefs d'entreprise, à se dire, oui, OK, on va faire autrement. On va développer massivement l'adaptation de nos territoires. C'est que cette publication de l'été, et le président de la République a très justement dit qu'il fallait maintenant nommer les choses. Le sujet qui n'aborde pas suffisamment le GIEC aujourd'hui, puisqu'il se concentre sur le climat, et c'est bien normal, c'est leur métier, c'est que pour nous, les hommes, le sujet, c'est juste la question de la survie ou pas de l'espèce humaine. Voilà. Est-ce qu'on aurait été une parenthèse dans l'évolution ou est-ce qu'on a vocation à prospérer? Yann parlait des effets de la chaleur sur le corps humain. Mais cette publication, qui est déjà ancienne, elle montre que d'ici 2050, si on suit la courbe actuelle et sans les points de bascule, on a quand même 60% de la population mondiale, principalement au sud, y compris dans les villes du sud, et encore plus dans les villes du sud, qui se trouveront dans des zones dans lesquelles, plus de 20 jours par an, les conditions climatiques seront létales pour un être humain. Homo sapiens n'a jamais connu de tel climat, et c'est le mélange entre la chaleur et le taux d'humidité qui font que, grosso modo, pendant une vague de chaleur, dans ces territoires, si vous n'avez pas une climatisation, vous mourrez en quelques heures. Donc, le sujet, finalement, du dérèglement climatique au nord, évidemment, il faut traiter l'adaptation, et on va en parler, je vais donner des exemples, mais ce n'est pas tant, finalement, les événements climatiques extrêmes dont je viens de parler que le fait migratoire. Donc, comment adapte-t-on nos villes aussi aux vagues de migration massives? Parce que, bien évidemment, les familles qui sont dans ces territoires ne vont pas y rester, c'est bien compréhensible. On ferait la même chose si on était à leur place. Malgré tout ce que je viens de dire, voilà, ça date du 31 août. Eh bien, ça y est, on a rebattu le record en 2021. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais malgré tout ça, malgré qu'on sache tout ça, on continue à émettre plus de gaz à effet de serre, forcément, puisque les gaz à effet de serre sont directement corrélés au développement économique. Donc, plus le sud va se développer et plus on continuera à se développer au nord, plus on émettra de gaz à effet de serre. Donc, la question des points de bascule que j'évoquais tout à l'heure, il faut vraiment la prendre au sérieux. Bon, ça, j'y reviens pas. Vous avez bien insisté sur le fait qu'on n'était pas systémique aujourd'hui. Donc, j'aurais voulu vous dire qu'il faut penser aussi la chaleur dans sa vision holistique. Mais je sais que Kéran travaille aussi sur ça. Mais nous, notre grille de lecture, c'est bien celle des limites planétaires. Donc, le dérèglement climatique étant une des limites planétaires. Et on essaie d'outiller les territoires sur des indicateurs, des façons de taguer leurs projets qui permettent de répondre à l'ensemble des limites planétaires. Vous savez, ces limites planétaires qui sont interdépendantes, j'y reviens pas, c'est du systémique et on utilise la théorie du donut qui fonctionne très bien avec les élus. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, je n'y reviens pas. Du coup, je vous donne un exemple. Si vous le souhaitez, je pourrais dans le débat y revenir parce que c'est un bon exemple de lutte contre l'effet des lots de chaleur au départ, mais à vocation systémique. C'est un projet que j'ai eu la chance de monter moi-même dans une vie précédente quand je travaillais à la ville de Paris, donc le fameux projet des cours d'école Oasis, dont le point de départ était bien la question de l'effet d'îlot de chaleur urbain, mais qui a pris une toute autre dimension, tout en traitant la question de l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Donc des cours d'école adaptés au dérèglement climatique. Les cours d'école, comme vous le savez, dans la plupart de nos villes, c'est ça. On a aseptisé le plus possible, on doit tout contrôler, l'eau, les végétaux, etc., etc. Et on a donc des hotspots d'îlots de chaleur urbains partout. Par exemple, à Paris, les cours d'école, ça représente 70 hectares. Paris est aussi en charge des collèges, donc on compte les collèges dedans. 70 hectares de surface totalement bitumée, totalement imperméable, et qui participent massivement de l'effet d'îlot de chaleur urbain partout, puisque à Paris, par exemple, il y a une école tous les 200 mètres. Donc, on a un hotspot tous les 200 mètres qui chauffe, et les murs autour, et l'air ambiant, etc. Ce n'est pas une obligation, et le projet a visé à déjà repérer quels étaient les cours d'école les plus exposés et les plus concernés. Donc là, il y a une question de data, de repérage des endroits qui sont très chauds la nuit, etc., etc. Et puis ensuite, de dire, une cour d'école, ce n'est pas forcément ça, ça peut aussi être ça. Alors, je pourrais revenir sur
l'enjeu de gouvernance d'un projet comme celui-ci, l'enjeu, il n'est pas technique, là. L'enjeu, il est culturel, il est de gouvernance, il est comment on convainc les parents d'élèves que c'est pas si grave si on se salit un peu dans la pleine terre, comment on convainc les agents municipaux que oui, c'est peut-être OK, il y aura un peu plus d'espace vert à entretenir, mais c'est pour la bonne cause. Comment on convainc les professeurs que oui, il faut planter des arbres, même si c'est plus compliqué pour faire le sport, ou même si les enfants peuvent se cacher derrière pendant la récréation, etc., etc. Et puis surtout, l'enjeu, c'est que à partir du moment où l'action publique, les budgets publics, l'argent public est mobilisé sur une infrastructure, un asset comme celui-ci, un asset public, il ne faut pas que ça serve qu'aux élèves la journée. Et ça, c'est un grand enjeu. Si on arrive à créer des îlots de fraîcheur dans les cours d'école, il faut que ces îlots de fraîcheur ils soient ouverts aux autres publics en dehors du temps scolaire. Et donc, c'était ça, finalement, la plus grande révolution. C'était de dire qu'en France, on allait réussir à ouvrir des cours d'école pour d'autres usages, le soir, le week-end, pendant les vacances, afin que cette dépense publique puisse être la plus utile possible à différentes catégories de population. Par exemple, les cours d'école Oasis à la ville de Paris, elles doivent être ouvertes pendant les canicules à partir de 18 heures pour les personnes âgées qui habitent juste autour. Il y a de l'eau, il y a de l'ombre, il y a de la fraîcheur, etc., etc. Et donc, on y reviendra si vous le souhaitez, mais je trouve que la question de la gouvernance de ces projets est absolument centrale. Mon dernier exemple, parce que je vais tenir le timing qu'on m'avait donné, c'est pas directement l'effet d'îlot de chaleur urbain, encore que si on réfléchit un peu plus à cette question de l'eau et de la gestion de l'eau, on est plutôt sur une gestion d'inondation, mais on pourrait aussi envisager de connecter ça, et ça se fait beaucoup maintenant dans les parcs, qui vont avoir un peu la même logique que celle que j'évoque. Ça, c'est une place à Rotterdam. J'ai emmené la directrice générale de l'ANRU hier avec son équipe de direction pour aller visiter ces infrastructures, parce que vous savez que l'ANRU se positionne beaucoup sur la résilience en ce moment. C'est une place qui a été entièrement co-construite par les habitants, etc., qui est un amphithéâtre dans lequel on organise des débats, qui est aussi un terrain de sport, qui sert à plein de choses toute l'année, mais c'est aussi un bassin de rétention d'eau pluviale. Attendez, ça ne marche plus. Un bassin de rétention d'eau pluviale quand il pleut, c'est du low-tech. On déconnecte les chéneaux des immeubles autour, on remplit l'espace public pour le fait. C'est l'espace public qui devient bassin de rétention. Ça permet de désengorger le réseau et d'éviter les débordements de réseau qui est sous-dimensionné. Et ça permet surtout d'éviter d'avoir à tout casser pour tout refaire le réseau en utilisant tout simplement l'espace public. Je n'ai pas d'image à montrer, mais vous savez que ce concept se développe beaucoup dans les parcs, les jardins, les squares. Comment un parc, un jardin qui sert 90% de l'année à plein de choses, et notamment d'espaces de fraîcheur dans les villes, peut aussi être un jardin de pluie qui permet l'infiltration, le stockage et surtout le stockage intermédiaire finalement pour éviter, comme on sait qu'on va avoir des épisodes de pluie de plus en plus violents, le ruissellement, les inondations liées aux pluies violentes. Je m'arrête là parce que je crois que je suis pile dans mes 15 minutes et je serai ravi d'échanger avec vous dans le débat. Merci beaucoup Sébastien, c'est parfait. Et puis merci aussi, vous êtes plié à la règle du jeu sur la focale du sujet. C'est vrai que je sais que je frustre aussi votre culture de systémiste dans l'appréhension de ces sujets-là. Vous évoquiez aussi la connaissance du territoire. On a la chance aussi d'avoir un GIEC Pays de la Loire, hein, effectivement, dans la région, qui a remis un rapport juste avant l'été et qui considérait, par exemple, que sans réduction massive des émissions de gaz à effet de serre dans la région, on compterait 95 jours de chaleur par an avant 2100 à Nantes, contre 45 dans un scénario de forte atténuation. Donc on est bien sur un sujet d'actualité où qu'on soit. Alors Kéran a une douzaine d'agences en France et aussi dans les Outre-mer et à l'étranger. Donc on ne parle pas que des frontières des Pays de la Loire. Mais voilà, en tout cas, on est aussi concerné sur cette façade qui peut se croire encore un peu protégée par ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on joue sur des paradoxes, notamment le paradoxe de la ville dense, qui veut qu'en fait, plus on optimise le ratio de surface par habitant et on limite pour limiter les déplacements, plus on accroît aussi le phénomène des îlots de chaleur urbains. Alors, on gardera les questions donc et le temps d'échange pour la fin des 4 présentations. Et donc, on enchaîne immédiatement avec Benjamin Maury, qui est fondateur de la société Soleneos,
et donc qui va nous parler plus spécifiquement de la façon dont on peut connaître, mieux connaître justement ces questions de climat en ville et à l'échelle d'un quartier. Benjamin, c'est à toi. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, j'avais partagé l'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation? Ah, est-ce qu'on m'entend déjà? Oui, c'est bon. Oui, c'est parfait. Ok, super, merci bien. Donc Benjamin Morille, donc fondateur de Soleneos, effectivement, j'ai créé Soleneos, j'ai commencé le projet à partir de 2017 et auparavant j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années en tant que chercheur, donc sur ces sujets d'îlots de chaleur urbains, de chaleur en ville et surtout de modélisation du climat à l'échelle du quartier. Je n'ai pas prévu de faire trop de détails sur l'aspect contexte scientifique et enjeux sociétaux, on va dire. Je peux peut-être dire un mot sur l'effet d'îlot de chaleur urbain, le fait qu'il fasse plus chaud en ville qu'à la campagne. C'est lié donc, à comment est-ce qu'on construit la ville et le fait qu'on stocke de la chaleur durant la journée, et parce que les surfaces sont minérales, et du coup qu'on déstocke durant la nuit, ce qui empêche du coup ce rafraîchissement. Une problématique d'îlot de chaleur urbain qu'il serait pertinent de réussir à déconnecter de celle du confort thermique extérieur, parce que c'est deux problématiques un peu différentes, même si quand on en parle, on met un peu tout ça dans le même paquet et on parle de tout ça ensemble. Alors qu'après, quand on veut entrer dans le détail et qu'on veut parler des solutions, eh bien, en fait, des choses sont à mettre, à différencier de ce point de vue-là. Donc très concrètement, nous, chez Soleneos, voilà, notre thématique, hein, c'est de pouvoir donc, lutter contre les îlots de chaleur urbains, améliorer le confort thermique, on parle de confort thermique extérieur et intérieur, à différencier également. Et puis tout ça passe par l'évaluation concrète et quantifiée des solutions de rafraîchissement urbain. Donc tout cela, ça permet de pouvoir aider les aménageurs, donc les collectivités locales, les aménageurs, les bureaux d'études, les urbanistes, les paysagistes à la conception du coup des quartiers, sont les différentes étapes, et au travers de la réalisation de simulations numériques qui nous permettent de pouvoir comparer différents scénarios d'aménagement et de pouvoir retenir les stratégies les plus pertinentes. Donc pour faire ces simulations numériques, on utilise un outil qui s'appelle Soled Microclimat, qui est un outil issu de la recherche, développé au sein de l'école d'architecture de Nantes, initialement, au cours de différentes thèses, et qu'aujourd'hui, dont on poursuit les développements aujourd'hui au sein de l'entreprise, et puis on l'utilise de manière à pouvoir appliquer ces compétences, on va dire, au monde opérationnel. Donc cet outil, en gros, très globalement, il fait le couplage entre trois phénomènes physiques principaux: l'ensoleillement, l'écoulement du vent au sein d'un quartier et surtout les transferts de chaleur au sein des différentes surfaces urbaines, et donc ce stockage et déstockage de la chaleur qui est la cause principale de l'îlot de chaleur urbain, donc cette prise en compte de l'inertie de la ville. Vous avez ici tous les phénomènes physiques qui sont restitués au sein de l'outil. Il n'en manque pas pour pouvoir représenter le climat urbain. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, hein, mais je vais arrêter sur deux en particulier qui sont très importants. Le premier, c'est celui des interréflexions solaires, donc la capacité des matériaux, de par leurs propriétés radiatives, donc en fait de par l'albédo, donc la capacité à pouvoir réfléchir une partie de l'ensoleillement. Cette partie réfléchie, elle n'est pas perdue, elle ne s'évapore pas, elle est réfléchie vers d'autres surfaces. Et donc, dès lors qu'on met en œuvre ces types de solutions pour pouvoir réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain, alors il y a des répercussions, et donc il est important de pouvoir les quantifier. Deuxième phénomène important, c'est celui qui est lié au phénomène évaporatif, évapotranspiratif. Donc, étant donné que le végétal est une des solutions auxquelles on recourt le plus pour pouvoir réduire ces problématiques de surchauffe en ville, eh bien, il est important de pouvoir quantifier la demande évaporative du végétal en fonction du type de végétal et en fonction de sa situation urbaine. Et puis, du coup, aussi de s'assurer de sa disponibilité en eau pour pouvoir s'assurer qu'il puisse continuer à évaporer au cours d'une période de canicule et ou de sécheresse. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait, pour faire une étude, hein, on va sur un quartier, donner une situation donnée, réaliser une maquette, attribuer à cette maquette donc du coup des propriétés thermiques et radiatives aux différentes surfaces, et puis
on va faire des bilans d'énergie sur chacune des mailles de ce quartier qui est discrétisé. Et puis, tous nos calculs vont être réalisés de manière à pouvoir produire des cartographies des différentes variables climatiques, donc cartographie d'ensoleillement, d'écoulement du vent, d'humidité, de température de surface et de température d'air. Toutes ces variables que je viens de citer, elles sont agrégées pour calculer un indicateur de confort thermique. Donc toutes ces variables ont une influence sur le confort thermique, sur la température ressentie, et donc elles sont prises en compte pour évaluer cet indicateur thermique, et donc à l'échelle d'une période de canicule, heure par heure, savoir à quel moment de la journée une zone est confortable et à quel moment de la journée une autre zone est inconfortable. Donc de faire un diagnostic complet. Au final, ce qu'on réalise, c'est comme on ferait une simulation thermique dynamique pour un bâtiment, bien là, on fait une simulation thermique dynamique d'un quartier. L'application, donc comme j'ai dit, hein, c'est la quantification, l'évaluation des solutions de rafraîchissement urbain, donc le choix de la forme urbaine, le choix des matériaux, donc j'ai parlé de l'albédo, donc c'est des choses qu'on traite, mais il faut aussi prendre en compte les différentes surfaces urbaines au travers de leur composition, donc de leur inertie notamment. Et puis, donc, comme je l'ai dit, hein, toutes les solutions de végétalisées qui sont du coup pelouses, représentées dans nos outils, les arbres, les toitures végétalisées, les façades végétalisées. Donc toutes ces choses-là sont représentées et restituées du point de vue physique dans nos outils. Et enfin, toutes les solutions qui ont recours à l'eau pour rafraîchir. Alors c'est un rafraîchissement qui est tout le temps assez local, mais qui ont une valeur aussi, une dimension un peu ludique. Donc fontaine, brumisateur, miroir d'eau. Donc, toutes ces solutions-là qui ont un impact et qu'il faut quantifier. Nos prestations, elles se déclinent à travers trois grandes gammes de prestations, mais qui sont souvent mélangées les unes aux autres. Mais bon, c'est pour pouvoir présenter un petit peu les choses qu'on fait cette scission. Donc, du diagnostic, de l'aide à la conception et de l'évaluation de projets d'aménagement. Et donc, tout ça peut, effectivement, comme je viens de le dire, s'entremêler dans une étude donnée. Le diagnostic, ça peut être sur un quartier existant, mais ça pourrait être aussi sur une V0 d'un quartier en devenir, pour pouvoir évaluer la conception, pour pouvoir évaluer la forme urbaine, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, notamment avec la Samoa, donc sur l'île de Nantes, pour évaluer, identifier les zones de surchauffe et d'inconfort, surtout, autour de la rue Paul-Nizan à Nantes. Et puis, la Samoa a utilisé, du coup, ce diagnostic pour pouvoir choisir un endroit où déployer une solution d'îlot de fraîcheur. Et donc, du coup, il y a des solutions comme ça qui sont mises en œuvre là où c'était le plus nécessaire. Donc ça, c'est une expérimentation qui a été faite dans le cadre des projets expérimentaux menés par la Samoa. Dans le registre de l'aide à la conception, donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller et faire des études paramétriques, donc de voir à quel endroit les matériaux ont une influence sur les problématiques liées au confort et liées à l'ion de chaleur urbain, et à quel endroit le choix des matériaux, en fait, peu importe ce qu'on fait, c'est pas très grave, il n'y aura pas d'influence, parce qu'en fait, à cet endroit-là, il n'y a pas d'impact fort. Et puis, de même pour la végétation. Donc là, on peut faire des études paramétriques et puis venir aider justement la conception, dire à tel endroit, mettez tel matériau, et à tel endroit, mettez de la végétation, à tel endroit, mettez pas d'arbres, à tel endroit, mettez des arbres, justement. Bref, donc pouvoir discuter vraiment ces choix d'aménagement. Avec une spécificité là qu'on a réalisée sur l'étude pour le village olympique pour Paris 2024, qui est la prise en compte de la restriction hydrique, donc quelque chose d'assez nouveau dans ces modélisations, qui permet de pouvoir quantifier la restriction hydrique sur la réduction du coup de l'évapotranspiration des arbres et donc sur la moindre contribution au rafraîchissement. Et donc du coup, c'est important de pouvoir prendre en compte ces choses-là dans des situations où, comme on l'a vécu cet été, on l'a bien vu, hein, de sécheresse, où il n'y a plus d'eau disponible, et donc une pelouse grillée versus une pelouse qui est parfaitement irriguée, c'est pas la même donne. Donc voilà, il y a des stratégies à pouvoir évaluer de ce point de vue-là aussi. Et puis, donc, on parle d'évaluation du projet d'aménagement, donc ça peut être sur un projet qui est terminé, de comparaison en mode un peu étude d'impact, comparaison avant-après, mais aussi de... Pardon? Tu t'arrêtes avant. Donc, de comparaison Quelqu'un qui doit avant-après, en couper mode son étude micro. d'impact. Et puis, de s'assurer de la résilience du quartier, du projet qui a été conçu, de sa résilience à l'horizon 2050-2070. Et donc, dans ce cadre-là, on est en mesure de pouvoir faire ces simulations dans des conditions climatiques actuelles ou dans des conditions climatiques à l'horizon 2050 et de pouvoir comparer, du coup, et s'assurer que les solutions qui sont proposées seront toujours suffisamment efficaces à l'horizon 2050.
Voilà. D'autres opportunités au passage sur des projets, parce qu'on fait des calculs solaires, etc., et d'écoulement du vent. Donc, bon, l'évaluation des apports solaires pour le bâtiment, du potentiel photovoltaïque, choses comme ça qui sont relativement simples et aisées et assez classiques, mais c'est des opportunités dont on peut bénéficier en même temps. Et puis, on peut venir évaluer le potentiel de ventilation naturelle des bâtiments. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir s'assurer que mes bâtiments, demain, quand je vais ouvrir les fenêtres, et ben, en fait, je vais réussir à créer un courant d'air au sein de mon logement, et donc du coup de réussir à m'approcher de la température extérieure. Et sinon, quand j'arrive pas à ventiler mon logement, bah, du coup, je peux pas rafraîchir la nuit, et bah, de jour en jour, au cours d'une période de canicule, bah, du coup, ça crée un inconfort de plus en plus important. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en complément, et ainsi que tout ce qui est lié aux inconforts, au vent fort en hiver, qui peut aussi se produire. Donc c'est des choses qu'on peut faire en complément d'autres contributions sur la, la fourniture de fichiers météo locaux à des échelles assez fines, en prenant en compte les effets de haute chaleur, et puis des fichiers météo prospectifs du changement climatique, donc comme je l'ai indiqué. Donc des choses qui pourraient être réutilisées ensuite en simulation thermique dynamique, notamment pour l'évaluation du confort d'été. Autant avec des fichiers météo qui sont erronés, on va dire, ou imprécis pour la problématique d'hiver, c'est pas très grave parce qu'on va se tromper dans le bon sens. Au pire, on consommera un peu moins d'énergie. Autant pour la problématique du confort d'été, bah, en prenant des fichiers météo qui ne sont pas fiables, eh bien, on va être amené à sous-estimer l'inconfort, et donc du coup de ne pas mettre les mesures en œuvre pour pouvoir réduire cet inconfort. Voilà, j'en finis sur une petite actualité. On a parlé des cours d'école avec Sébastien Maire juste avant, et on en parlera encore un petit peu après. On développe actuellement une solution où on commence à mettre à disposition nos outils, et ça va se faire dans cette première étape au travers d'une offre spécifique sur le réaménagement des cours d'école, où vous allez pouvoir, au travers de nos outils, venir créer votre projet à partir de données SIG, venir créer votre projet, de pouvoir obtenir un diagnostic très rapidement, en moins de 48 heures, on va pouvoir faire un certain nombre de calculs, et de pouvoir venir télécharger ensuite votre étude qu'on vous aura livrée. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui va être, on va communiquer dessus euh, dans les quelques semaines à venir, et on espère du coup que ça pourra servir au réaménagement des cours d'école, qui aujourd'hui, le sujet du rafraîchissement est un des arguments majeurs mis en avant. Mais en fait, on se rend compte que dans la conception, dans les choix de conception, même si les éléments vont dans le bon sens, on ne sait pas si l'efficacité est vraiment au rendez-vous pour pouvoir assurer du confort thermique dans les cours d'école. C'est jamais quantifié. Et surtout, les choix de conception ne sont pas faits pour pouvoir optimiser. Si j'ai, par exemple, 10 arbres à mettre dans ma cour d'école, est-ce que je les mets plus à gauche ou plus à droite? Et bien en fait, ces questions-là ne sont pas soulevées et ne sont pas évaluées dans l'ensemble des projets dont j'ai pu entendre parler jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu à ça qu'on voudrait essayer de contribuer. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation, et puis voilà, on pourra répondre aux questions par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benjamin. Merci en plus d'avoir respecté le timing. Et puis, ces illustrations font la boucle finalement avec pas mal de sujets. D'abord, on a une première relation intéressante qui est un clin d'œil avec un webinaire organisé par France Ville Durable ce matin avec le CNES, qui était justement sur les outils d'observation dont on dispose d'observations satellites notamment pour suivre les impacts du changement climatique. Et il y avait un volet assez important aussi sur le suivi des phénomènes météo et des phénomènes météo en ville. Donc on voit à quel point la question de la connaissance en fait du sujet à travers la technologie et à travers le croisement entre ces différents paramètres est important, d'abord pour mieux comprendre les phénomènes en question, et ensuite pour choisir effectivement les bons outils, les bons leviers au bon moment. La deuxième chose, c'est que ça permet effectivement de comparer finalement les vertus respectives des différents leviers sur lesquels on peut agir. On a vu qu'il y avait la forme urbaine, on a vu qu'il y avait la présence du végétal et de l'eau dans la ville, on a vu qu'il y avait l'usage des matériaux, les propriétés propres aux matériaux en eux-mêmes, et puis des matériaux de leur propriété d'albédo, et puis l'implantation des solutions techniques.
Et puis, en parlant des solutions techniques, tu as évoqué, Benjamin, la question des cours d'école à la fin. Et il se trouve que pour enchaîner sur le deuxième temps de ce hub avec les solutions mises en œuvre par Kéran, Alexandre Moret va vous faire une présentation sur le cas de Narbonne-Plage, mais sa première intention, n'est-ce pas Alexandre, c'était de parler d'un projet sur les cours d'école, puisque SCE intervient et les ateliers UP+ interviennent également sur la débétonisation et la renaturation de cours d'école. On n'a pas choisi de vous présenter ça cet après-midi parce que ça fait vraiment le lien avec ce que disait Benjamin. En fait, on ne sait pas le mesurer. C'est-à-dire que ces projets sur les cours d'école ont un impact d'abord sur le sol, sur la renaturation des sols, sur la capacité de ces sols à recouvrer des services écosystémiques et notamment d'infiltration de l'eau, à retrouver d'autres types d'usages. Et mais Alexandre, je ne veux pas parler à ta place, mais ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait évidemment un impact escompté sur le climat urbain et sur la chaleur, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer. Et donc, on avait envie de vous présenter autre chose, mais je crois qu'on a déjà un sujet pour les échanges qui s'en suivront autour de cette question des cours Oasis. Donc, je vous propose d'enchaîner maintenant avec Alexandre, qui est basé à l'agence de Montpellier, au sein des ateliers UP+, qui est l'agence de conception urbaine et de paysage au sein de SCE, et donc qui va nous présenter un cas d'étude autour de Narbonne-Plage. Alexandre, c'est à toi. Alors bonjour à tous, donc oui, je complète par rapport à ce que disait Yann. C'est vrai que nous, pour l'instant, sur les projets de cours d'école, on a plusieurs cours qu'on est en train de désimperméabiliser en première couronne de Montpellier à Saint-Jean-de-Védas. On a commencé à faire un suivi grâce à un programme de recherche DESSERT sur la qualité des sols, mais on n'a pas pu quantifier en fait pour l'instant l'impact sur la température. Donc on est de manière un peu empirique avec le maître d'ouvrage, on calcule des choses, on fait des tests, etc. Mais par rapport au hub d'aujourd'hui, on a choisi avec Yann de vous parler donc du dossier de Narbonne-Plage qu'on a porté l'année dernière au sein des ateliers UP+. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide pour vous présenter un peu le sujet. Donc tout d'abord le rappel de la commande. Donc l'idée c'était donc la ville de Narbonne dispose donc de sa station Narbonne-Plage en front de mer, et l'idée c'était une mission d'AEMO où la ville a fait le constat qu'ils ont 2,5 km de front de mer intégralement réalisé en enrobé noir, qui est un énorme îlot de chaleur urbain linéaire, et ils cherchaient en fait des idées. C'était vraiment l'idée de trouver un peu une boîte à idées sur comment on pourrait travailler à créer des îlots de fraîcheur. Et du coup, ils nous ont missionnés, et on avait 2 temps dans cette mission. Tout d'abord, réaliser un diagnostic sur les contraintes, les potentialités du front de mer, sur lequel je vais aller assez rapidement pour pouvoir vous parler plutôt de la phase 2, qui était identifier les 4 îlots tests pour élaborer en fait des propositions de composition urbaine avec des axes qui étaient déjà un peu fléchés, qui étaient notamment la végétalisation des espaces, la désimperméabilisation des sols, le travail évidemment sur l'albédo des revêtements dont les 2 premiers intervenants ont déjà parlé, l'utilisation de matériaux perméables, et aussi le développement de besoins de points d'eau. Je reviendrai dessus tout à l'heure sur plutôt fontaine à boire ou brumisation. Donc, je vais présenter en 3 temps. Donc, tout d'abord, vous faire un rappel très rapide du bilan du diagnostic urbain et paysager qu'on avait fait, et surtout rappeler les notions d'îlot de chaleur urbain et les sites pilotes. Puis après, on verra les grandes lignes directrices communes à nos propositions et un exemple au sein du Oasis ludique. Donc au niveau du bilan, tout d'abord, en fait, comme c'était une thématique un peu nouvelle pour nous, on a cherché aussi à se dire, il y a des notions qu'il fallait qu'on partage avec notre maître d'ouvrage. Déjà, la définition évidemment du îlot de chaleur urbain, je ne vais pas revenir dessus. Mais ensuite, on avait redéfini certains termes pour qu'on ait vraiment une base commune en fait de discussion, notamment l'albédo, qui correspond donc au comportement des matériaux face à la chaleur. Donc plus un matériau est sombre, plus il va emmagasiner de chaleur, et donc plus il va participer à l'îlot de chaleur urbain. Et on cherchait aussi tout de suite, on s'est dit, bon, c'est très bien de faire des propositions, mais comment on pourrait essayer d'estimer? Parce que comme on était sur une AMO, l'idée c'était de faire des propositions, mais aussi de pouvoir se dire, quel est l'état des lieux de départ et qu'est-ce qu'on pourrait espérer obtenir? Et donc on s'est inspiré
du coefficient de surchauffe urbaine, où justement, en fonction des différents matériaux, en fonction de leur perméabilité, en fonction de leur colorimétrie, etc., il y a des coefficients qui ont été donnés et qui permettent en fait de mesurer en fait le niveau en fait d'impact que vont avoir les différents revêtements ou surfaces, parce qu'on a les revêtements, mais aussi les surfaces végétales qui sont en pleine terre ou semi-perméables, ce qui permet d'avoir un état des lieux avant et après. Donc ensuite, on a appliqué ce système au site existant. Donc on a calculé ce coefficient de biotope par surface au sein de notre périmètre et on a déterminé donc 3 secteurs qui étaient plus ou moins qui sont en continuité les uns des autres, mais avec des différences un peu urbaines. Et bon, le constat global, c'est qu'on est sur un CBS total d'à peu près 0,06. Donc il faut savoir que plus le CBS est bas, plus ça veut dire qu'on est sur un îlot de chaleur urbain. Donc on est vraiment sur une situation assez critique pour cette station en front de mer. On a ensuite établi conjointement avec eux des critères pertinents en fait, pour pouvoir choisir ces îlots de test. L'idée, c'était évidemment d'avoir des plus-values quantifiables en termes de rafraîchissement, donc choisir des espaces dont le CBS était faible. C'était pas très compliqué vu, comme je vous disais, que globalement, on était sur des espaces à plus de 95 ou 97% imperméables et en enrobé noir. Ensuite, diversifier les typologies d'espace parce que comme ils étaient dans une idée d'avoir des idées, mais aussi de pouvoir les expérimenter, de faire des îlots tests in situ après, c'était de pouvoir dire, voilà, on va avoir des profils très différents, du profil linéaire, des places ou des délaissés de voirie. Ça rejoint le point suivant qui était la taille de l'espace. L'idée, c'était d'avoir des espaces facilement réalisables de par la notion un peu expérimentale de ce process, parce qu'avec des emprises trop importantes, ça aurait été compliqué en termes de coûts de travaux ou de mise en œuvre pour la maîtrise d'ouvrage qui voulait faire ces travaux en régie. Ensuite, il y avait la notion de caractère reproductible. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse travailler, si le dispositif fonctionne bien, de pouvoir l'exploiter et l'étendre sur le suite de la station, et avoir ensuite, d'un point de vue urbain et paysager, des propositions assez variées, ce qui permet d'identifier donc des sites assez différents en termes d'usage ou de problématiques urbaines. On a donc identifié quatre grands sites. Le premier qui était concrètement un délaissé de voirie, hein, vous voyez donc ce grand haricot, voilà, hein, comme dans plein d'endroits dans nos villes actuellement, ce grand haricot qui ne sert pas à grand chose et qui est intégralement imperméable et en enrobé. Ensuite, le point 2 où je vais plus m'attarder, qui est la partie où on avait déjà des kiosques en fond de mer, une aire de jeu, où on a proposé de travailler la notion un peu d'une oasis urbaine. Et 2 autres secteurs qu'on avait identifiés avec le maître d'ouvrage, donc un profil type en fait, linéaire. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Une voie cycle avec un espace piéton et de promenade le long du front de mer, donc un profil type. Et ensuite un site bien plus ambitieux qui était à l'échelle d'une place qui, malgré sa position en front de mer et une position stratégique, ressemble actuellement plus à un parking un peu comme on peut malheureusement encore les connaître. On a ensuite défini des grandes lignes directrices d'aménagement commun à tous les sites. Je vais aller très rapidement sur le premier point, mais était quand même assez important pour cette commune, c'est qu'ils ont une grande problématique d'ensablement liée au fait que ils ont construit sur le bourrelet dunaire, et donc en fait on a un déplacement du sable qui se fait sur la station. Donc c'est pas l'objet de la réunion aujourd'hui, mais c'était quand même un nécessaire préalable de les sensibiliser sur la nécessaire renaturation du bord de front de mer pour bloquer le sable, parce que travailler sur des revêtements perméables, sur de la végétalisation qui va se faire intégralement ensablé parce qu'on a dégradé le bourrelet dunaire, c'était un petit peu contradictoire. Donc j'avance. Ensuite, on a proposé, donc évidemment, en tant que paysagiste, l'idée pour nous, c'était de faire des propositions qui étaient parfaitement ancrées dans le site. Donc on leur a dit, voilà, il faut développer une écriture qui est en lien avec le littoral, vivre finalement un peu avec le sable. Et on avait mis des exemples voilà, comme d'aménagements qui ont été faits à Osgore ou au Portugal, où on a des aménagements qui vivent avec le sable et qui même le mettent à l'honneur et qui permettent en fait d'avoir une écriture paysagère et urbaine qui est complètement en lien avec le site. Et ensuite, on a commencé à développer en fait des grands axes de travail. Donc, on avait aussi le besoin je rejoins un peu le premier intervenant, c'est compliqué de refaire que la température. Mais donc, nous, on avait aussi un problème de confort au vent. Donc, on a parlé et c'était une problématique du client, c'est je plante un arbre, mais tout disparaît à chaque fois parce que trop d'exposition. Donc, on a expliqué que la végétalisation, oui, elle va avoir un vrai apport au confort climatique, au confort de l'espace public, mais
pour pouvoir le faire, il faut aussi bien le faire. Et donc, on avait par exemple expliqué qu'il était nécessaire de replanter avec un système de lignes pour pouvoir protéger les végétaux du vent et pouvoir justement, à un certain éloignement du front de mer, d'avoir la possibilité de mettre des arbres pour justement bénéficier de l'ombrage. Donc, l'idée, c'était d'exploiter en fait le capacité de bioclimatiseur naturel du végétal. Ensuite, des propositions pour pouvoir travailler sur toutes les notions d'ombrage. Donc l'ombrage, ben, je viens de le dire juste avant, l'ombrage qui peut être apporté par la canopée des arbres, mais aussi des éléments de mobilier urbain qui soient plus ou moins architecturés, qui soient aussi bien des pergolas que des voiles tendues, etc., pour pouvoir avoir un ombrage immédiat. Puis ensuite, un travail évidemment sur, le grand sujet, hein, qui va être aussi, ben, le sujet des revêtements, où on a un double travail à mener, hein, sur cette étude-là. Ben, agir sur l'albédo, travailler plutôt avec des revêtements clairs pour éviter que l'énergie, solaire s'emmagasine, toute la journée et qu'elle se restitue en soirée. Mais aussi travailler sur la perméabilité de ces revêtements pour pouvoir avoir une meilleure infiltration et une meilleure gestion des eaux de pluie. Donc là, les enjeux, ils sont doubles, hein, parce qu'ils se font aussi bien sur des espaces piétons, comme on voit sur les premières images en haut, que sur des espaces de stationnement, comme sur cet exemple de réhabilitation de front de mer ailleurs. Ensuite, je vais vous présenter un exemple au niveau de l'oasis ludique, qui était donc le secteur 2. Donc sur chaque secteur, on avait établi un peu un état des lieux en disant, bah voilà, de quoi on hérite au démarrage. Donc on était sur un espace fortement imperméabilisé, donc un albédo très faible, une absence clairement total d'ombrage. Donc voilà, c'est vraiment un vrai four. Un espace qui est facilement mutable parce que finalement, au vu de sa surépaisseur par rapport au profil assez linéaire de la promenade de front de mer, on avait une surépaisseur ici, là où il y a un kiosque et une aire de jeu en existant, qui permettait d'avoir plus d'espace pour développer du projet. Et aussi un lieu où on peut faire une échelle, bah voilà, toujours raisonnable de test. Et on avait proposé donc sur cet espace-là de travailler un peu l'idée d'une oasis urbaine, d'avoir un lieu d'animation qui vient ponctuer en fait et animer la linéarité du front de mer. On a donc à ce moment-là proposé une stratégie d'aménagement où, à partir du plan de l'existant, on a proposé donc de créer un espace de détente et de jeu, qui vient ponctuer la promenade, en proposant des espaces ombragés, en jouant évidemment sur, notamment à l'arrière, un espace très, oasis, très planté, parce qu'on était justement éloigné du front de mer, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux lignes de plantation, ce qui nous permet d'avoir la possibilité de planter des plus grands arbres et de bénéficier des houppiers pour avoir de l'ombrage. Mais aussi des éléments de mobilier, notamment ben, liés à ce kiosque en front de mer, d'avoir des parasols fixes qui vont apporter de l'ombre. Ensuite, un besoin aussi exprimé par le maître d'ouvrage, c'était ben, d'avoir, c'est sûr, essayer d'avoir un effet sur la température globale, mais aussi d'avoir des polarités au sein de ce front de mer et d'avoir des zones qui vont permettre aux gens de se rafraîchir de manière assez immédiate. Et donc, l'idée, c'était sur cette oasis ludique d'avoir un vrai espace de brumisation qui soit positionné en partie centrale pour pouvoir être un lieu de destination où on sait que bah, voilà, sur la linéarité du front de mer, on peut venir s'arrêter à cet endroit-là parce qu'on va avoir ce confort du brumisateur, pouvoir se rafraîchir avant de poursuivre la promenade. La stratégie végétale, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Et ensuite, évidemment, repenser les revêtements en limitant l'imperméabilité des différents matériaux qu'on allait proposer. Ensuite, on avait fait 2 coupes pour montrer un peu l'état existant et l'état projeté. Donc là, on voit un peu rapidement entre l'existant en haut et le projet en bas, donc le travail fait au niveau du bourrelet dunaire. Puis après, le projet qui vient se mettre en place, en fait, hein, en fonction de, on voit bien l'élévation de la végétation avec l'espoir d'avoir la possibilité de maintenir des arbres en front de mer, ce qui est une vraie problématique pour eux actuellement, et les différentes matérialités du projet que je vais détailler avec plus d'images qui seront plus parlantes en dessous. Donc, on a ensuite hiérarchisé en fonction des zones. Donc, notamment, bah, cette aire de jeu qui existait, qui était un petit peu complètement hors contexte, on a dit, bah, voilà, si on vit avec le sable et si on veut quelque chose de perméable, bah, travaillons un sol peut-être en sable directement, quelque chose qui avait été un peu oublié au profit des sols souples, mais on en revient des sols souples par rapport à l'effet sur la santé et le côté imperméable. Donc voilà, travailler des zones où on pourrait avoir un sol perméable, intégrer dans la conception paysagère des aires de jeu aussi, pourquoi pas des toits au jeu pour pouvoir aussi avoir un confort pour les enfants pour les jeux. Toute la thématique de la brumisation, donc je vous ai parlé de l'aire de brumisation, c'est le point 2 ici où on peut travailler sur des mâts, mais on disait, bah voilà, on peut aussi avoir une expérience un peu comme ce canyon de brumisation qui permet dans le cheminement d'être un élément de jeu aussi pour les enfants.
les espaces de détente et d'ombrage, et ensuite tout le travail qu'on avait mené sur des orientations sur qu'est-ce que c'est qu'un grand îlot de fraîcheur végétalisé, comment on peut désimperméabiliser le sol en même temps en ayant des espaces de passage avec un travail en dalle, et puis tout ce système de plantation qu'on a proposé. Et je conclurai donc, juste avant de conclure, je vais déjà venir sur ce point-là. Donc, je vous le disais au début, l'idée, c'est bien beau de faire un plan, mais on se disait comment on va pouvoir essayer de quantifier. Donc, on a fait le même calcul de CBS sur le projet, sur l'existant, puis sur le projet. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail des différents éléments. On avait globalement séparé en 4 catégories: la pleine terre, la semi-ouverte, le semi-perméable et l'imperméable. Et donc, le calcul existant était de 0,12 sur cet espace-là, parce qu'on avait une pelouse urbaine qui était en partie supérieure. Et le calcul de CBS projeté nous faisait espérer d'arriver à 0,44. Donc, un vrai gain en termes de confort d'usage et climatique pour les usagers. Et enfin, les pistes, et je conclurai sur ça, on avait dit aux clients, voilà, leur but pour eux, c'était qu'à partir de ça, ils puissent faire des tests pour peut-être après même travailler sur l'échelle d'un plan guide, à l'échelle de la station. On a dit, voilà, il y a des éléments qui seraient pour nous fondateurs pour pouvoir expliquer un peu tout ça et aller plus loin. Déjà, il y a le sujet des végétaux, parce que finalement, c'est quand même des contraintes très fortes en front de mer, avec cette problématique d'ensablement. On leur disait, voilà, on pourrait travailler sur une pépinière de plantes locales pour pouvoir favoriser en fait les génotypes locaux et avoir des végétaux qui vont parfaitement mieux s'adapter plutôt que de venir les déraciner de pépinières où ils sont un peu biberonnés, etc., d'avoir quelque chose vraiment adapté à notre site. Donc privilégier voilà, les végétaux locaux, travailler évidemment, amplifier le sujet de la gestion des eaux de pluie que j'ai pas pu plus détailler là. Et ensuite, voilà, un point fondamental pour nous, c'était aussi tout ce qui était la mise en place de supports de communication. Parce que pourquoi d'un coup un seul petit îlot se muterait au sein du front de mer? Il est vraiment important de pouvoir communiquer auprès du public pour leur expliquer la démarche, pourquoi on vient désimperméabiliser, pourquoi on vient renaturer, etc. J'ai terminé pour moi, Yann. Merci beaucoup Alexandre, c'était très clair, et merci aussi de conclure avec cette question de l'appropriation, de la communication vis-à-vis des usagers et des habitants, et de l'appropriation, sans quoi effectivement ces projets passent souvent à côté de leur cible. Je pense que grâce à toi, on a maintenant une belle illustration de ce qu'on est capable de faire, de l'état de nos réflexions et les choses qu'on est capable de mettre en place. On va en avoir une autre illustration avec maintenant Loïs Tétio, qui travaille donc pour Groupe 8. Pour nos invités extérieurs ou nos collaborateurs arrivés plus récemment qui ne le sauraient pas, parmi les 5 sociétés du groupe Keran, il y a Groupe 8 qui travaille depuis plus de 50 ans sur l'accompagnement des villes du Sud dans leur stratégie de développement urbain. Et donc, Loïs Tétio va nous en donner un exemple avec une mission qui est actuellement en cours pour la ville de Kinshasa. Loïs, c'est à toi. Vous activiez votre micro, on ne vous entend pas. Ah, pardon. Ah, parfait. Voilà, c'est Ça y est, bon pour c'est tout le bon. monde. Merci, Vous Loïs. m'entendez? Ok. Alors, je vais partager mon écran. C'est bon, tout le monde voit la présentation? Oui, c'est parfait. Merci, Loïs. Ok, très bien. Donc, oui, moi, je vais faire un petit focus donc, sur une mission alors, qui est en cours, donc, réalisée par Groupe 8 en partenariat là, avec Arter, VSI Afrique notamment, partenaire local. Donc, c'est une étude en cours à Kinshasa qui est financée par la Banque mondiale et donc qui vise à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. Donc, le cadre de l'étude est plus général, on va dire, que les îlots de chaleur, encore une fois, pour revenir à ce que tu pouvais dire, Yann, tout à l'heure. Cependant, c'est un des volets qu'on a considéré dans l'étude, enfin qu'on considère dans l'étude. Donc là, il n'y a pas vraiment encore de résultats à présenter. L'étude est en cours, mais je vais plutôt m'atteler à vous montrer un peu la méthodologie qu'on a mise en œuvre, qu'on met en œuvre plutôt, et puis en faisant un petit focus sur les aspects îlots de chaleur. Donc déjà, le contexte, c'est qu'on est sur un grand territoire. On est sur toute l'emprise urbaine de Kinshasa, plus même les parties rurales alentours.
Ça représente 15 millions d'habitants avec un taux de croissance qui explose, donc qui est à plus de 5%. On a une emprise urbanisée qui croît également extrêmement rapidement, donc 5 hectares de plus par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente, c'est pas négligeable. Et puis donc on a forcément une pression foncière et une urbanisation donc, qui est sur un mode concentrique et une dynamique urbaine qui est clairement en conflit avec la nature. En gros, quand ils urbanisent, on rase tout, quoi. C'est pour faire clair. Alors, en plus, donc, ce territoire est confronté à de nombreux enjeux climatiques, notamment en lien avec l'augmentation de la température. Donc, il y a déjà en fait une forte vulnérabilité aux îlots de chaleur dans les régions, dans les endroits centraux en fait de la ville. Et on peut avoir une influence de l'occupation du sol, donc qui peut aller jusqu'à plus de 4 degrés en fait sur les minimales journalières ressenties en ville, voilà, dans les îlots, dus aux îlots de chaleur. Les objectifs de l'étude, donc c'était à l'échelle de ce grand territoire. Donc c'est vraiment une étude sur quelques mois, une étude vraiment de screening sur un grand territoire. Donc c'était d'identifier donc des solutions basées sur la nature qui visent donc à la fois à séquestrer du carbone, à gérer les risques de catastrophe et à dire des co-bénéfices socio-économiques. Et donc à proposer une stratégie intégrée en prenant en compte les conditions actuelles du territoire, donc notamment toutes les contraintes topographiques, hydrologiques, etc., ainsi que tout ce qui était barrières institutionnelles et socio-éco. Donc nous, on est reparti, la Banque mondiale a déjà développé, on va dire, des guidelines concernant les solutions fondées sur la nature. Et notamment, les a déjà fait tout un travail de catégorisation, etc. Donc nous, on a appuyé notre méthodologie sur ce cadre-là. Donc on a déjà commencé par identifier quelles solutions fondées sur la nature pouvaient être applicables à Kinshasa en fonction du contexte. Et donc après, le but, étant donné que c'est du screening, l'objectif là, c'est de développer finalement un algorithme qui va s'appuyer sur des données de télédétection notamment, mais pas que, donc sur des données satellitaires et des outils de télédétection, pardon, combinés à d'autres données qu'on a pu collecter, notamment des données un peu plus locales. Et donc, les différentes étapes de mise en œuvre de cet algorithme, en gros, c'est d'abord préidentifier les zones d'intérêt où on peut mettre en œuvre des NBS sur la base d'une cartographie d'occupation du sol et de tout un tas d'autres données. Ensuite, de calculer des critères de faisabilité sur chacune de ces zones d'intérêt qui ont été identifiées des différentes NBS implémentables. Et puis, de définir ensuite des différents scénarios de mise en œuvre de ces NBS et de calculer l'impact en termes notamment de séquestration carbone, mais pas que, également les avantages socio-économiques et autres. Alors, les difficultés qui sont rencontrées, clairement, c'est qu'on a quand même un territoire d'études très étendu et en plus, on avait quand même très peu de données disponibles localement. Notamment pour appréhender les enjeux climatiques, mais également pour appréhender l'occupation du sol, etc. Et en plus, au vu de la croissance très rapide, on avait besoin de disposer de données les plus récentes possibles pour qu'on fasse un diagnostic et des propositions qui se basent sur une situation qui est représentative de la réalité d'aujourd'hui. Donc ensuite, pour donc la stratégie un peu, donc la méthodologie que j'ai résumée auparavant, il y a toute une partie de l'algorithme en fait qui se passe dans le SIG, donc QGIS, et qui finalement vient croiser des données d'entrée qui sont principalement des données satellitaires, mais également quelques données vectorielles type cartographie d'occupation du sol, etc., mais qu'on a également dérivées de données satellitaires. On définit différents scénarios, on calcule les impacts pour chacun de ces scénarios, et puis on sélectionne le scénario optimal pour chacune des zones d'intérêt. Alors, on nous a demandé de ne pas intégrer de notion budgétaire, donc c'est un peu bizarre, mais on n'a pas de limite de budget.
Donc, c'est un peu à nous de la fixer finalement, on la fixe de manière dérivée en se donnant des objectifs de séquestration de carbone, d'abattement, en fait, de rejet de carbone liés à la mise en œuvre de ces NBS. Et donc, ces solutions fondées sur la nature, un Nature-Based Solution, c'est vrai que des fois je dis NBS, des fois SFN, ça ne doit pas être très clair. Pour évaluer les services rendus, en fait, on a travaillé sur des grilles relativement simples. On ne pouvait pas de toute façon faire beaucoup plus compliqué, mais on a quand même réalisé tout un atlas de plantes, en fait. Donc là, c'est Chloé qui s'est occupée de travailler là-dessus, Chloé Méquignon, qui a fait un atlas des plantes locales, en fait, qu'on pourra mettre en œuvre dans le cadre des différentes NBS. Et après, on a pondéré finalement, on a travaillé sous la forme de poids en fonction des différents avantages qu'il y a en termes de réduction des risques, de séquestration du carbone et puis des co-bénéfices socio-économiques. Alors, juste un petit focus sur la détermination des îlots de chaleur, notamment les îlots de chaleur, justement, dans cette étude, c'est assez important dans la première étape, qui est l'étape qui concerne finalement l'identification des zones d'intérêt, puisque ça va être des zones prioritaires, les zones où finalement on constate des phénomènes récurrents d'îlots de chaleur qui peuvent être notamment dangereux pour la population. Alors nous, là, vu qu'on était à une échelle très grande d'un territoire, là, c'est vraiment, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de faire un screening assez rapide et d'avoir quand même une idée des secteurs en ville qui étaient les plus impactés par ces phénomènes d'îlots de chaleur, sans rentrer du tout à l'échelle, par exemple, de Soleneos et de modélisation ou quoi que ce soit. Donc là, nous, on s'est basé là sur une approche qui est assez classique, en partant sur des données satellitaires d'acquisition de land surface temperature, donc à partir de données infrarouges qui donnent la surface de la température du sol. Et après, du coup, on a appliqué des traitements par rapport à des images qui ont été acquises de nuit puis de jour. Et on a appliqué également, donc on s'est donné des points de référence en zone rurale qui étaient un peu les points qui donnent la température qui serait celle sans urbanisation et qui permet après, par différence, de calculer finalement une surtempérature qui est liée finalement à la présence urbaine. Alors, il y a d'autres approches plus complexes qui existent. Il y en a notamment qui croisent avec d'autres indices qui sont, eux, dérivés d'images multispectrales satellitaires également. Il y a également des approches avec des réseaux de neurones, etc. Il y a pas mal de recherches là-dedans. Il y a des choses assez intéressantes, notamment en lien avec la télédétection. Bon, là, c'est un exemple. Donc là, on travaillait sur des mailles quand même assez grossières. Mais on a bien vu, on a vu clairement quand même sur Kinshasa, là, toute la tâche qu'on voit là, c'est là qu'on a extrait finalement des surtempératures par rapport à la normale. On voit qu'on monte quand même jusqu'à presque 8 degrés de surtempérature vraiment dans la partie centrale de la ville, la plus impactée. Donc voilà, ça donne un petit exemple de comment finalement à partir de données qui sont disponibles gratuitement sur Internet, là en l'occurrence on avait utilisé des données Landsat, on peut quand même déjà extraire des choses et qui nous après nous permettent d'orienter finalement les scénarios d'aménagement qu'on propose concernant les solutions fondées sur la nature. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Loïs. Pile dans les temps, on a respecté le timing. Et puis, je pense que c'est des belles illustrations. On salue aussi d'ailleurs Chloé Méquignon, effectivement, qui a participé à préparer cette intervention avec toi et qui est actuellement en mission. Mais je vois que Chloé est connectée aussi. Donc, bonjour Chloé. C'est le moment de passer à vos questions. Donc, j'imagine que vous en avez beaucoup. Je vois déjà Benjamin qui lève la main. Vous pouvez donc, je le rappelle, à la fois poser vos questions sur l'outil Slido en cliquant sur l'onglet qui est en haut à droite, éventuellement directement dans la conversation si ça ne marche pas, ou sinon levez la main et on vous donnera la parole. On a un petit peu de temps, donc on va en profiter. Merci et Benjamin, c'est à toi.
Oui, je me permets une petite intervention suite aux présentations qui ont été faites pour juste préciser deux mises en garde. Je parlais de la différenciation entre la problématique îlot de chaleur urbain et confort thermique. Donc, la première mise en garde, ça sera au sujet de l'albédo et la première présentation qui a été faite en présentant le problématique, enfin, une solution d'augmentation de l'albédo comme étant une solution d'amélioration qui en fait, c'est une erreur très classique et qui en fait n'en est pas une. Ça améliore clairement la situation vis-à-vis du stockage de la chaleur dans la journée, donc pas de problème pour la problématique d'îlot de chaleur urbain qui est une problématique de nuit, donc ça va moins contribuer à l'îlot de chaleur urbain, mais par contre ça va nettement dégrader le confort durant la journée, parce qu'en fait la partie du rayonnement qui n'est pas absorbée est réfléchie, et donc au lieu de recevoir, quand on est au soleil, 1000 watts par mètre carré, 1000 watts par mètre carré par exemple dans le soleil direct, on va recevoir les 1000 watts plus les 400, 500, 600 watts qui sont réfléchis par le sol. Et donc ça contribue clairement à dégrader le confort thermique. C'est pour ça que je dis qu'il faut séparer la problématique îlot de chaleur urbain, donc problématique de nuit, de la problématique confort thermique. Et c'est très courant hein, dans les sujets d'aménagement où, du fait d'une connaissance des fois un petit peu limitée, puis les outils qui sont pas suffisamment disponibles aussi, hein, c'est souvent qu'on fait ces petites erreurs-là. Donc voilà, j'en profite de pouvoir le dire là. Et puis deuxième chose, sur l'usage des cartographies satellitaires. Les chercheurs, donc je participais cet été là, à une conférence de chercheurs, les chercheurs qui travaillent sur la problématique du haut de chaleur urbain sont quasiment tous unanimes sur cette problématique du recours aux cartographies satellitaires de température de surface pour parler d'îlots de chaleur urbain. Il y a des choses où il y a des situations où il y a du lien, clairement, entre température de surface et température de l'air. Mais il y a aussi beaucoup de situations où ce n'est absolument pas le cas. Et c'est pas parce qu'un matériau chauffe que nécessairement cet endroit va stocker de la chaleur et va être plus chaud. Sachant que en France, en tout cas, le satellite Landsat hein, passe tous les 16 jours, mais ça c'est pas très grave, passe entre midi et 13 heures approximativement. Donc à un moment où on mesure les températures en pleine journée. Et pas du coup la température la nuit, là où on veut parler d'îlot de chaleur urbain, c'est problématique à être de nuit. Donc ça pose souci, surtout que ces températures de surface, c'est les températures des toits, donc ce qu'on voit du ciel hein, normalement, évidemment, hein. Donc du toit, du végétal, donc quand c'est des surfaces ouvertes, pas de souci, hein, ça marche bien. Donc voilà. Donc c'est des limites fortes et qui, contrairement à ce que font un certain nombre de personnes, il ne faut pas venir dire plus que ce que ces informations disent. Elles donnent l'information sur la température de surface, quand c'est bien fait, elles donnent l'information sur la température de surface le jour et donc ce n'est pas en lien avec l'îlot de chaleur urbain. Voilà, je me permets juste une petite précision, et en fait, voilà, enfin, c'est assez régulier, donc quand je croise ça, je me permets de préciser cela. Merci beaucoup de ces précisions, Benjamin. Effectivement, c'est important. Sébastien, vous avez demandé également à pouvoir réagir. Ah, Sébastien, on ne vous entend pas. Je me suis trompé. Voilà, je voulais juste réagir au propos de Benjamin pour dire que dans le cadre du projet que j'ai présenté tout à l'heure des cours d'école Oasis, on a été confronté exactement à ce qu'il a évoqué sur l'albédo, notamment pour des surfaces vitrées autour de la cour. Et en fait, on a fait plutôt marche arrière sur l'idée de considérer qu'il fallait donc avoir un revêtement de sol dans la cour d'école qui ait un albédo plus favorable, donc qui soit plus clair, parce que la journée, non seulement on risquait d'avoir un rayonnement sur les murs de l'école et donc de dégrader le confort thermique à l'intérieur des classes, mais qu'en plus, en termes de luminosité, et c'est d'ailleurs le souci qu'on a souvent sur l'espace public, on perd aussi beaucoup de confort. Si les enfants doivent avoir des lunettes de soleil pour aller dans la cour, on a vite des sujets. Donc voilà, donc je voulais aussi dire, finalement, rien ne vaut la pleine terre, puisqu'avec la pleine terre, plutôt qu'avec un matériau en changement d'albédo, on n'a pas ces problèmes-là, et par ailleurs, on a un filtre, etc., etc. Et puis sur les données satellitaires aussi, je voulais réagir juste en disant, pour information,
le Centre national des études spatiales a rejoint France Ville Durable. Nous avons organisé pas plus tard que ce matin un webinaire sur la data spatiale au service de la transformation écologique. Il va être disponible en replay. On pourra, via Keran, peut-être faire passer le lien pour toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, non seulement sur l'effet d'îlot de chaleur, mais sur l'ensemble des autres sujets. Et par ailleurs, ils invitent à une matinée du CNES le 13 décembre, qui va certainement creuser cette question-là, et les entreprises notamment sont bienvenues pour y participer. On pourra faire passer les informations. Oui, merci beaucoup de le rappeler, Sébastien. On a un collègue de notre équipe SIG Data, notamment, qui participait à la matinée, au webinaire ce matin aussi. Et donc, on a bien noté la date du 13 décembre, effectivement. J'invite les 4 intervenants peut-être à garder leur caméra allumée pour qu'on puisse poursuivre voilà, nos échanges. Pour rebondir, alors, on a une question. D'accord, non, pardon, c'est un commentaire. Moi, j'avais une autre question. Alors, je vais m'adresser à nouveau à Benjamin. Dans la présentation de l'outil qu'on avait vu sur le quartier République avec la Samoa, il y avait une dimension qui était intéressante, c'était de voir que certains leviers pouvaient être un peu contre-intuitifs, notamment sur le végétal, que dans la modélisation de l'impact des différentes solutions, on pouvait avoir finalement parfois plus d'impact en jouant sur les volumes ou en jouant sur l'albédo qu'en jouant sur le végétal, et que parfois le végétal était même un facteur presque de concentration ou d'accumulation de la chaleur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et Loïs, est-ce que c'est quelque chose aussi Loïs et Alexandre, que vous prenez en compte ou qui est un petit peu fait partie des choses qui sont un peu connues, ces espèces de rapports contre-intuitifs par rapport à des préjugés qu'on peut avoir sur des solutions? Benjamin, il faut mettre ton micro. J'ai parlé un peu de l'albédo, donc je ne vais pas forcément y revenir, mais c'est effectivement une situation contre-intuitive entre l'albédo qui est une solution pour réduire le phénomène d'îlot de chaleur urbain, donc moins stocké, mais qui est contre-productif du point de vue du confort thermique. Et c'est pour ça qu'en début de présentation, je parlais de différencier ces deux problématiques. Pour les arbres, ça va être un peu du même registre, mais avec une conséquence un peu moindre. Les arbres donc, ont l'avantage effectivement de faire de l'ombre, donc ils vont améliorer le confort dès lors qu'ils font de l'ombre. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Ils vont améliorer le confort thermique parce qu'ils vont rafraîchir, parce qu'ils vont évaporer. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais ils vont aussi, et ça c'est pas connu, ou pas, on n'a pas conscience, ils vont aussi réduire la visibilité avec le ciel. Donc une surface urbaine qui sera sous un arbre, du coup, ne va pas pouvoir se rafraîchir par rayonnement de grande longueur d'onde avec la voûte céleste. Et donc, c'est comme si on mettait un chapeau, entre guillemets, sur cet espace. Et donc, du coup, ça empêche de pouvoir se rafraîchir. Donc, un arbre qui n'aurait pas de contribution suffisante durant la journée, de par l'ombrage sur les surfaces en dessous, de par l'évapotranspiration, et qui, du coup, le bilan global entre le gain et perte, donc la perte du fait qu'on limite les échanges avec le ciel, ben, du coup, des fois, le bilan, il est pas équilibré. Alors, c'est pas tout le temps, c'est même relativement peu fréquent, mais il y a des endroits où il faut surtout pas mettre d'arbres. Et ça, effectivement, on voit l'arbre comme étant la solution ultime. C'est le cas dans une grande majorité des situations. Hein. Mais il y a des situations où je vous déconseille largement de mettre des arbres à tel endroit. Ils n'auront pas du point de vue thermique, hein, ils n'auront pas leur efficacité attendue. Il y a d'autres effets que les effets thermiques et d'autres bénéfices, hein, donc il ne faut pas oublier non plus. Hein. Donc voilà, sur ces effets-là qui peuvent être contre-intuitifs. Alors après, par contre, les effets de la forme urbaine, on commence tout le temps en premier lieu par éviter de se créer des problèmes. Donc quand on parle de la forme urbaine, de choix de forme urbaine, on essaie de limiter les problématiques et puis après, on vient mettre les éléments qui peuvent corriger, on va dire, ou améliorer les situations ci et là, et que sont la végétation et le choix des matériaux, pour essayer de limiter les impacts. Dans tous les cas, la ville reste la ville. Et s'il y a un niveau de chaleur urbain, c'est parce qu'il y a la ville. Et le jour où il n'y aura plus de niveau de chaleur urbain, c'est parce que la ville ne sera plus la ville, ça sera la campagne. Donc voilà, sauf à faire
une ville dans une forêt. Sinon, yacht chaleur urbain, il ne faut pas trop se soucier. Il existera toujours. Le but est de trouver des endroits qui restent confortables. Voilà pour ma réponse à la question. Merci Benjamin. Loïs, Alexandre, est-ce que ça fait écho à des... Non, moi de mon côté, là c'était la première fois déjà que je me confrontais, pour être honnête, à ce genre de problématique, plus d'îlots de chaleur. Moi d'habitude c'est plus les inondations, hein, mon truc, mais non, moi j'ai pas eu. Et puis là c'était vraiment une échelle macro, tu vois, dans cette étude. Donc bon, c'était vraiment du screening assez rapide. Je pense que c'est des problématiques que tu te poses plus quand tu es à des échelles justement micro, sur des projets d'aménagement bien spécifiques. Et pour ma part, je pense que, comme je te l'avais dit, Yann, en préparant, c'est vrai que nous, c'était une réponse globale et c'était une AMO en plus. J'entends, hein, il n'y a pas mieux que la pleine terre, mais la pleine terre pour garer des voitures, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'en fait, on doit aussi répondre à des contraintes, nous, en termes de conception paysagère, qui sont multiples. C'est sûr que quand on a fait les cours Oasis, par exemple, à Saint-Jean-de-Védas, on a fait beaucoup de pleine terre. Là, sur le front de mer de Narbonne, il faut concilier du parking, il faut concilier de la circulation de vélo. Donc, sur la pleine terre, c'est compliqué. Enfin, voilà, en fait, il y a plein d'enjeux et c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, c'est voilà, la surchauffe, etc. Mais il y a plein d'enjeux. Voilà, comme on parlait aussi des arbres, ben, oui, ça peut peut-être avoir un effet négatif, comme le disait Benjamin, mais il y a plein d'autres aspects positifs à la plantation d'arbres. Donc, je pense que tous les projets sont un sujet de compromis, en fait, avec plein de contraintes qui s'ajoutent, et il faut arriver à faire la meilleure recette. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sébastien, vous avez demandé la parole. Le micro à nouveau, Sébastien. Petite boutade, dans la ville de demain, il n'y a plus de voitures, hein. Il n'y a pas besoin de parking. Donc dans la vision systémique, la pleine terre, ça marchera pour un vélo ou pour un vélo cargo, hein. Il supportera. Non, je sais, il faut quand même faire passer des camions de pompiers, des transports en commun, etc. Et là, effectivement, la pleine terre ou les matériaux innovants, ça marche beaucoup moins bien pour supporter tout ça. C'était plus sur le ton de la boutade. Je voulais revenir sur les arbres avec deux remarques. La première, dans les effets négatifs contre-intuitifs, je voulais en citer un autre. Qui a été un peu documenté par, je pense à une étude qui avait été faite par des chercheurs de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, sur certains couverts d'arbres qui sont en linéaire. Vous savez, quand on a un couvert végétal, les platanes taillés au cordeau qui forment carrément une barrière, en fait, on a aussi un souci pollution de l'air. Parce qu'on a du coup beaucoup moins de ventilation et des particules fines qui restent stockées sous les arbres, là où on passe avec nos poussettes et là où on vient chercher la fraîcheur. Donc dans les effets contre-intuitifs, il y a ça aussi, et donc planter des arbres, des petites études aéroliques, ou en tout cas se poser aussi la question du vent, en plus de la chaleur, peut être intéressant pour choisir l'implantation. Et puis pour choisir l'implantation, je veux citer un de nos membres, Valor, l'interprofession des métiers du végétal et notamment la Fédération française du paysage. On a un adhérent qui évoque beaucoup sur cette question de plantation des arbres en particulier, voire des trois couches, hein, pas que des arbres, parce qu'effectivement, je partage ce que je vous ai dit, il n'y a pas que les arbres en fait, hein, il y a les trois couches quand même, et les deux autres couches peuvent avoir aussi énormément d'impact, autant que les arbres finalement, qui peuvent être contre-intuitifs à certains endroits. Ce qu'on vous constate dans les collectivités, vous avez vu que toutes les collectivités ont pris des engagements en nombre. Hein, c'était à la collectivité qui allait planter le plus d'arbres dans ce mandat-là. Hein. D'ailleurs, par rapport au mandat d'avant, on a multiplié par 10, par 100, etc., etc. Mais comment fait-on habituellement? On commence par planter là où c'est le plus facile. Donc on regarde où est-ce qu'on n'a pas de réseau, où est-ce que ça coûtera le moins cher, et donc on a des maps qui nous disent là pour commencer, ben voilà, on commence là où c'est le plus facile. Mais la plupart du temps, là où c'est le plus facile, c'est pas là où il y a les gens. C'est pas là où vivent les gens. Et donc, si effectivement, comme disait Benjamin, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de planter des arbres partout, parce qu'il y a cette différence entre l'effet d'îlot de chaleur et le confort thermique. Peut-être qu'on peut, ce que prône la Fédération française du paysage, là, c'est cette logique d'acupuncture et de dire les endroits où il faut végétaliser, c'est quand même les endroits où ça aura le plus d'impact social.
social, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus de gens à rafraîchir, en fait. Même si c'est compliqué, même s'il faut dévoyer un réseau, même si... et puis peut-être qu'il y a d'autres endroits où on voulait se faire plaisir en plantant des arbres, mais il n'y a jamais personne qui passe dessous, c'est peut-être un peu moins utile. Voilà, je vous glisse simplement cette réflexion, et donc des méthodes qu'ils développent pour, ils appellent ça l'acupuncture végétale, pour essayer d'identifier les endroits où les plantations auront le plus d'impact humain et social, autant que sur l'effet d'îlot de chaleur urbain global. Donc finalement, plus confort thermique qu'effet d'îlot de chaleur urbain. Tout à fait, très bien. Merci Sébastien. Moi, j'avais une autre question pour, alors à la fois peut-être pour Sébastien et pour Loïs, c'est finalement ces solutions qu'on met en œuvre, dont on voit qu'aujourd'hui on commence à peine à pouvoir en estimer, en mesurer l'impact. Est-ce que finalement ils sont à la hauteur de l'enjeu que nous promet le GIEC, ou est-ce qu'on joue sur l'épaisseur du trait? Et comment est-ce qu'on se prépare finalement aussi, par exemple à travers du plan d'accompagnement de la ville de Kinshasa, à une vie dans une ville qui de toute façon sera plus chaude? Et c'est donc une question à la fois pour Sébastien, peut-être avec votre vision un peu macro de ces sujets-là, et puis pour Loïs sur le cas concret aussi de l'accompagnement de la ville de Kinshasa. Moi, de manière générale, je ne suis pas très optimiste, hein, comme vous avez un peu compris, mais je crains que dans beaucoup de territoires, il va falloir mettre le sujet, même en France, de la climatisation sur la table. Le sujet des réseaux de froid, le sujet de produire du froid. Ça fait 20 ans qu'on a développé énormément d'énergie, de moyens, d'innovation, etc. sur les réseaux de chaleur. On voit bien l'intérêt. Sauf que le monde qui vient, c'est un monde où il y aura de moins en moins de jours de froid et une température moyenne qui va augmenter et de plus en plus de jours de canicule et de vagues de chaleur extrêmes. Contre le froid, on a d'autres moyens pour se protéger. Hein, enfin, je suis un peu partisan du low-tech, mais mettre un damar, ça fait 2 à 3 degrés. Hein. De plus, voilà, c'est combien d'argent en isolation, ça, 2 à 3 degrés. Donc, il y a peut-être aussi des changements de comportement pendant les pics de grand froid qui peuvent nous permettre de le gérer. Voilà, de le gérer. Alors, pas sur toute une saison, mais les pics de grand froid, c'est quelques jours. Sur ces quelques jours, on n'est peut-être pas obligé de penser à des solutions techniques, mais peut-être à des solutions faciles, pas chères, disponibles pour tout le monde. Par contre, une vague de chaleur, comment se protège-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Et les réseaux de froid, on est un peu en retard sur la production de froid en réseau. Or, on sait que c'est quand même bien plus effet. C'est très énergivore, évidemment, donc ça paraît complètement à contre-courant. En même temps, c'est beaucoup moins énergivore en réseau qu'en climatisation individuelle. Et sauf à prendre des décisions un peu radicales, voire dictatoriales, c'est-à-dire d'interdire la vente de climatiseurs individuels, il y a fort à parier que les habitants vont s'adapter tout seuls, hein, et que donc on va avoir les efforts qu'on va réaliser par ailleurs en consommation énergétique, l'hiver, sur l'isolation, etc., qu'on les perde complètement avec la surdépense énergétique de l'été des habitants qui vont tous aller s'acheter des clims parce que leur habitat n'est pas adapté et que même en l'adaptant, une canicule à 50 degrés quand on habite sous un toit, sans climatisation, c'est difficilement vivable de toute façon. Donc moi, je m'interroge sur le fait qu'on devrait peut-être remettre un peu le paquet sur cette question des réseaux de froid, tout en ayant bien conscience que ça consomme quand même de l'énergie. Oui, moi, pour rebondir un peu là-dessus, moi aussi, je suis un peu pessimiste, hein, et notamment typiquement sur Kinshasa, c'est un bon exemple, puisque en fait, quand on voit là, c'est un peu, enfin, là pour l'instant déjà, on est à une phase amont, on ne sait même pas si ça va vraiment être financé, ce genre de mesures, et de toute manière, comparé aux 5 hectares qui partent en fumée, parce que c'est que de la forêt, hein, qui est organisée par jour autour. Ça on court après quelque chose qui s'éloigne de plus en plus. Donc voilà. Et puis en plus, je pense que les gens, si tu veux, tu disais comment ils s'y préparent. J'ai envie de dire, ils s'y préparent pas, ils subissent, quoi. Mais ça, c'est comme sur tous les risques naturels en règle générale, et notamment dans les pays du Sud, quoi, hein. En Afrique, clairement, euh, en général, les risques sont subis et sont subis par les populations les plus vulnérables. Ce sont les quartiers informels, etc., qui sont installés dans les zones les plus vulnérables.
Merci, merci Loïs de partager ton pessimisme aussi pour la suite. Il y a une intervention, une question, une suggestion de Julien. Julien, est-ce que vous voulez prendre la parole pour du coup partager avec vous vos suggestions? Ça arrive. C'est bon. Bonjour Julien. Est-ce que le micro est bon? Ah, Julien, on t'entend plus. Il faut remettre le micro. Pardon, c'est un peu compliqué. Ça y est, c'est Bonjour. bon. Salut Sébastien. Ouais, je me souviens qu'à Paris, il y avait eu un programme de recherche sur la reconfiguration des sous-sols. Et en période de froid, c'est peut-être, enfin en période de chaud, c'est peut-être pas idiot. En plus, il y en a moins de voitures, moins besoin de parking. Mais c'est quoi l'aménité des sous-sols qui sont aujourd'hui sales, pas conviviaux, insécures, etc. Et on a des carrières, on a des catiches aussi qui sont vachement intéressantes dans le Nord. Et là, on a des aberrations, on a des catiches qui sont en train d'être comblées avec du béton pour pouvoir construire au-dessus, alors que c'est les futurs espaces refuges. Et dans les règles d'urbanisme, on pourrait déterminer que certains espaces d'un bâtiment sont potentiellement interdits à l'habitation en cas de performances terribles. Je pense aux toitures, mais aussi aux façades, avec la conception qui pourrait arriver dans les cahiers des charges où on demande aux concepteurs et aux architectes de prévoir des modes d'habitat dégradés des bâtiments en se disant peut-être qu'il y a une enveloppe centrale autour des colonnes aéroliques qui peuvent être des espaces refuges, en se disant peut-être qu'on peut y survivre localement dans les meilleures conditions, en reportant sur les façades ou sous les toitures d'autres usages. Donc ça, c'est des rustines. Après, la question, c'est est-ce qu'on va arriver à mener ces chantiers-là en maintenant les populations là où elles existent, ou est-ce qu'il faut anticiper des chantiers de démétropolisation avec finalement un déport des solutions pour aller recréer des espaces avec la régénération d'espaces naturels, de la biodiversité, pour créer des formes d'habitat léger dans ces lieux-là, en se disant on va sortir les gens des villes parce que la ville est une impasse. Merci de cette contribution, Julien. Donc, je crois qu'on n'arrivera pas à finir sur une note positive entre l'impasse urbaine et l'impasse de la métropole et puis les mesures qu'on met en œuvre. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants. On a parlé aussi de solutions frugales auxquelles notamment Sébastien vous êtes attaché. On aurait pu citer l'exemple des tours avant aussi, une tradition millénaire dans les villes iraniennes. Et peut-être qu'effectivement, avec nos sous-sols, nos parkings, nos catiches, et un peu d'ingénierie, on saura aussi inventer des nouvelles solutions, d'aller chercher un petit peu de fraîcheur là où on habite. Un grand merci à nouveau à nos 4 participants, à vous qui nous avez consacré du temps. On va vous demander encore donc quelques minutes pour répondre à un très rapide questionnaire. Merci aussi beaucoup à Rose Nicolo qui nous aide donc à préparer et à monter ces hubs, et à Julie Ferrero qui est aussi une de nos grandes alliées pour l'animation de ces hubs Keram. Voilà, donc on vous met tout de suite le lien pour répondre au questionnaire, et puis on vous souhaite une très bonne soirée. On espère vous retrouver bientôt pour le prochain hub au mois de décembre, qui sera sur un sujet au croisement entre l'alimentation et l'agriculture.